C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Et d'abord, la crise n'est pas finie, c'est ce que nous dit le FMI, chiffre à l'appui. Le fonds revoit sa prévision de croissance mondiale pour cette année à la baisse, à 3,5%, une croissance du PIB certes plus robuste qu'en 2012, mais qui cache de fortes disparités, avec une zone euro à la traîne qui s'enfonce dans la récession pour la deuxième année d'affilée. À l'inverse, la croissance chinoise augmentera de 8%, tandis qu'aux États-Unis, elle devrait plafonner à 2%. Alors pas de quoi sabler le champagne, ni relancer la machine à créer durablement des emplois. Écoutez Olivier Blanchard. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. Des efforts considérables nous attendent. La reprise, vous le verrez en lisant les chiffres, est lente, beaucoup trop lente. Dit de manière poétique, nous avons peut-être évité le précipice, mais de nouvelles montagnes nous attendent. Et d'autres chiffres importants sont publiés ce matin, Karina. Oui, tout d'abord au Japon, qui affiche un déficit commercial record en 2012 à plus de 58 milliards d'euros. Alors en cause, la baisse de la demande européenne, une fois encore, et le différend territorial et diplomatique avec Pékin. Et puis on reste en Chine, où la production manufacturière est à la fête. Ce mois-ci, l'indice PMI des directeurs d'achat est au-dessus des 50, ce qui veut dire que c'est une expansion. Il atteint même son plus haut niveau en 2 ans à près de 52. Est-ce qu'il y a une réaction particulière sur les marchés asiatiques ce matin ? Pas vraiment, à l'exception du Nikkei qui augmente fortement grâce à la rechute du yen. Tous les indices sont dans le rouge. Wall Street hier a salué les quelques bons résultats d'entreprises d'IBM et de Google. Et le sursis accordé hier au gouvernement sur la question de la dette. Les représentants ont repoussé de 4 mois l'échéance du plafond de la dette. Sans cela, l'État américain aurait été financièrement bloqué fin février. On en vient au secteur automobile en France, où la tension est montée d'un cran hier chez Renault. Les ouvriers ont cessé le travail quelques heures sur 9 sites, dont Flins en région parisienne. Les salariés ont été rejoints par ceux de PSA. Ils accusent la direction de Renault de chantage à l'emploi en pleine négociation sur la flexibilité. La direction a indiqué officiellement que les fermetures de sites seraient inéluctables à défaut d'accord avec les syndicats. Le gouvernement lui met en garde contre toute forme de chantage. Le document qui met le feu aux poudres. La direction l'a présenté dans les négociations avec les syndicats. Elle exige des efforts sur les conditions de travail et prévient noir sur blanc. À défaut, l'engagement de ne pas fermer de site ne pourrait être tenu et des fermetures de sites seraient inéluctables. Ce soir, beaucoup de salariés sont dépités. C'est du chantage au travail, littéralement, c'est honteux. En gros, si on ne signe pas, on est licencié. Pourtant, l'État, premier actionnaire de Renault, avait fixé 2 lignes rouges dans ses négociations, pas de licenciement ni fermeture de site. Ce soir, le gouvernement critique sévèrement le constructeur. Nous n'acceptons pas le moindre chantage, nous l'avons dit. Voilà. Y compris de la part de Renault. Ah bah oui, bien sûr. C'est pas comme ça qu'on négocie en confiance. C'est pas possible. En fait, pour garantir aux syndicats de garder toutes les usines en France, Renault souhaiterait augmenter le temps de travail. 1500 heures annuelles qui passeraient à 1603 heures. Les salaires seraient gelés cette année. 7500 postes seraient supprimés sans licenciement. Selon la direction, ce serait la seule possibilité de redresser l'entreprise. Pour l'instant, les syndicats sont réticents. La négociation commencera officiellement le 29 janvier. Alors que les grands patrons et les dirigeants du monde débattent en ce moment à Davos des moyens de relancer la croissance, eh bien, l'Europe continue d'inquiéter, Karina. Oui, le vieux continent inquiète le FMI, mais aussi la Coface, cette compagnie spécialisée dans l'assurance crédit à l'export et dont le but est de protéger les exportateurs contre le risque d'impayés de leurs clients étrangers. Alors pour évaluer ce risque, la Coface vient de publier sa toute dernière étude pays par pays. Elle prend en compte des critères tels que la situation économique du pays, la santé de ses entreprises ou le niveau du crédit bancaire et distribue des notes allant de A1 à D, le tout assorti de perspectives, un petit peu à l'image des agences de notation, sauf qu'ici on mesure le risque d'impayé. Alors Yves Zlotowski, vous êtes le chef économiste de la Coface, vous êtes clairement pessimiste sur l'Europe, avec des mauvaises notes notamment pour l'Espagne et l'Italie. Selon vous, la crise européenne n'est clairement pas finie ?
Oui, alors d'abord, on ne les appelle pas notes, on les appelle évaluations, c'est un petit détail. Oui, effectivement, l'Europe a souffert en 2012. On a vu les impayés des entreprises augmenter considérablement et on pense que 2013, ça sera à nouveau le cas. Parce qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent pour les entreprises. Le premier, c'est l'environnement, la récession, qui est très difficile. Le fait que les consommateurs, face à énormément d'incertitudes et aux dégradations du marché du travail, arrêtent de consommer. Donc ça, c'est un énorme problème pour beaucoup de secteurs qui sont liés à la consommation, comme la distribution. Et puis, dans certains pays, il y a la question de l'accès au crédit. Avec la réforme bancaire en Espagne, avec les difficultés bancaires en Italie, on voit vraiment l'accès au crédit des entreprises se tarir. Donc pour la liquidité, c'est un gros problème. Alors on a vu un économiste récemment qui nous disait que la solution venait peut-être de l'extérieur, avec notamment une demande plus forte dans des pays en dehors de l'Europe. Visiblement, ça ne sera pas suffisant selon vous ? C'est vrai que l'export est la porte de sortie, la bouée de sauvetage de l'Europe pour beaucoup de pays. Et d'ailleurs, on voit en Espagne que les exportations ont très bien performé en 2012, donc c'est vrai. Mais si vous voulez, en Europe, le gros de la croissance se fait surtout par la consommation intérieure. Et donc l'export, certes, est positif, mais pas assez pour compenser les problèmes de la demande interne. En plus, il faut dire qu'en général, les pays européens ne sont pas très tournés vers les pays émergents. En général, la part des pays émergents des exports, c'est 30-20%. L'Europe commerce beaucoup avec l'Europe, et comme elle est en crise elle-même, la crise se diffuse. Alors, quelle serait la solution pour sortir de cette crise européenne ? Écoutez, je pense que ce qui est très important, vous savez, il y a des ménages en Europe qui ont du cash, qui pourraient dépenser. Par exemple, les ménages italiens ou les ménages français sont riches. On épargne beaucoup en France, d'ailleurs. On épargne beaucoup, on a une richesse nette très élevée, au Portugal aussi, enfin, etc. La question, donc, c'est la question de la confiance. Et la confiance, elle vient de deux éléments. Le problème du marché du travail, donc il faut que le chômage arrête d'augmenter. Et puis, il y a la question aussi des institutions européennes, pouvoir se projeter dans une zone euro qui soit plus forte, qui soit rassurante, qu'on soit sûr que l'euro va exister, etc. Il y a eu des réformes en 2012, mais c'est trop incomplet. Incomplet, donc ça fait, voilà, absolument. En France, il y a encore eu de nombreuses faillites l'année dernière. On a parlé du cas de Virgin très récemment. Vous parliez de la consommation qui pourrait être un moteur de relance. À votre avis, est-ce qu'on en prend le chemin avec les nouvelles taxations qui ont été proposées par le gouvernement français ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, mais je pense qu'à court terme, on risque fort une contraction de la consommation des ménages, du seul fait que, de toute façon, le marché du travail est très dégradé en France et se dégrade vite. Donc je crois, nous on pense, même si historiquement la consommation des ménages est très résistante en France, là nous pensons qu'on aura une légère contraction. Et une légère contraction signifie une petite hausse des faillites, parce qu'on voit qu'en France, les entreprises sont très très vulnérables à la consommation des ménages. Doit-on s'attendre à un abaissement des évaluations des pays comme le Mali ou l'Algérie avec le conflit au Mali et la menace terroriste en Algérie ? Alors pour le Mali, on avait déjà en fait juste après le coup d'État détérioré l'évaluation du Mali en D, donc la plus élevée. C'est sûr que l'intervention, en tout cas, va faire que la situation, je dirais, un peu basique pour les entrepreneurs d'incertitude va durer. Donc, de toute façon, ça reste une des évaluations les plus difficiles. Donc, l'intervention en elle ne change pas. Sur l'Algérie, honnêtement, non. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas, quand on évalue le risque de crédit des entreprises, surréagir à des événements qui sont très tragiques, très dramatiques. Mais qui visent quand même des personnes étrangères, du personnel étranger, dans un secteur qui est très porteur pour l'économie algérienne. Qui est très porteur. Néanmoins, il faut regarder l'économie algérienne comme un tout, qui est une économie qui croît de manière très stable, qui a une rente pétrolière qui rend le pays très très riche, qui a d'immenses liquidités. Très liquide en devises. Écoutez, non, pas très vulnérable. Enfin, vulnérable au sens où le pays a accumulé, par exemple, de telles réserves de change que même si, par exemple, il y a un écroulement des prix du pétrole pendant 6 mois, ce qui n'est pas notre scénario, l'Algérie peut très, très bien survivre. Donc, la situation, ils ont des coussins, si vous voulez, considérables. Et puis, en plus, il faut savoir aussi que l'Algérie a connu des périodes extrêmement tragiques d'attentats où finalement, l'activité a continué. Donc, il ne faut pas toujours surévaluer l'impact du risque politique, des problèmes politiques sur simplement la manière dont les entreprises payent. Oui, c'est un des critères. C'est un des critères. Merci beaucoup Yves Zlotowski d'être venu sur notre plateau pour commenter donc la situation économique en Europe mais aussi dans le reste du monde. Merci Karina. Restez avec nous d'ici quelques minutes. Un nouveau journal vous est présenté par Vincent Roux.